Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du jeudi 24 octobre 2024. À l'œil de l'actualité de ce jour, le président de la République, Andry Rajoelina, a tenu une rencontre ce matin au Palais d'État d'Yavlou avec les représentants du groupe Cambridge Industries, ces derniers qui sont présents dans plusieurs secteurs d'activité. Mais lors de cette rencontre, la transformation de déchets en énergie propre et renouvelable a été discutée. Reportage signé Judical Ranjanirin et Andrew Razajebe. Madagascar est actuellement à la recherche de toutes les solutions pour augmenter la production d'électricité. Une nouvelle perspective a été discutée aujourd'hui au Palais d'État d'Yavlou avec les représentants du groupe Cambridge Industries. Ce groupe œuvre dans plusieurs secteurs. Et lors de leur rencontre avec le président Andry Rajoelina, la transformation de déchets de la capitale en énergie propre et renouvelable a été au cœur des discussions. Ces déchets, dont le volume collecté est de 1500 tonnes par jour. Ce recyclage de déchets contribue également au nettoyage de la ville et appuie la production d'électricité. L'objectif est de produire jusqu'à 50 MW, dont 30 MW s'ajouteront au réseau interconnecté d'Antananarivo. Cette réunion visant à établir une coopération avec de nouveaux partenaires marque une nouvelle étape dans l'amélioration du secteur énergétique à Madagascar. Par ailleurs, ce sera une solution à long terme pour maintenir la propreté de la capitale de Madagascar. Page économique pour continuer. Selon le rapport de l'IDBM, plus de 400 entreprises ont été créées entre juillet et septembre 2024. Parmi celles-ci, 67% appartiennent à des Malgaches et le secteur tertiaire a été le plus dynamique en termes de nouvelles créations d'entreprises. Reportage de Rodricel Rakoutmalal. La simplification des démarches auprès de l'EDBM a encouragé les entrepreneurs à se lancer dans la création d'entreprises. Autrefois, les intéressés devaient se déplacer et visiter plusieurs bureaux, mais désormais, un guichet unique a été mis en place. Ceux qui souhaitent créer leur entreprise peuvent s'enregistrer en ligne et il ne faut que 2 jours environ pour obtenir un certificat de création d'entreprise. Durant les 3 mois allant de juillet à septembre, 444 nouvelles entreprises ont vu le jour selon les données de l'EDBM. Parmi elles, 82,6% appartiennent au secteur tertiaire, incluant les technologies de l'information et de la communication, le commerce et l'immobilier. 14,9% concernent le secteur secondaire, tandis que seulement 2,5% appartiennent au secteur primaire. Le rapport indique également que 67% des entreprises créées sont détenues par des Malgaches. Par ailleurs, les Chinois, les Français, les Indiens, les Mauriciens et les Pakistanais figurent parmi les principaux investisseurs dans le pays. Ensuite, des milliers de personnes ont assisté aujourd'hui à la formation gratuite axée sur la fabrication de savons et de bougies au stade couvert de Mamas. Il s'agit d'un événement dénommé Marathon de formation organisé par le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, une formation qui vise à fournir des compétences aux jeunes et aux femmes afin qu'ils puissent créer de l'emploi après la formation, répondant ainsi à la vision du président de la République en accordant une attention particulière à la promotion du capital humain. Reportage sur les images de Anzar Razonarville. La promotion du capital humain est un pilier essentiel du développement d'un pays. Le gouvernement actuel a placé le capital humain parmi les bases de la PGE, assurant ainsi la concrétisation de la vision de développement de Madagascar établie par le président Andry Rajoelina. C'est principalement dans le cadre de la promotion du capital humain et de l'amélioration sociale de la population qu'il a eu un projet de formation professionnelle organisé par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Antananarivo. Les formations ont déjà débuté à Issouch et à Nosibé et se sont poursuivies aujourd'hui au stade couvert Mamas. Plus de 2000 personnes se sont inscrites pour suivre cette formation axée sur la fabrication de savons et de bougies, lesquelles sont indispensables dans la vie quotidienne de la population. Cela a été précédé d'une formation en gestion. La formation a été officiellement ouverte par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle en présence du vice-président de l'Assemblée nationale pour la province d'Antananarivo, Augustin Andji Amananour.
Lors de son intervention, le vice-président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance et l'objectif d'assurer la formation professionnelle afin que chacun ait une autonomie financière, notamment les femmes. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, pour sa part, a annoncé que la motivation de la population à suivre la formation est encourageante. Ainsi, cet événement sera étendu dans d'autres régions. Par ailleurs, le ministère envisage de dispenser des formations dans tous les domaines de production et tous les domaines qui génèrent des emplois de subsistance comme l'agriculture, la couture, la pâtisserie et bien d'autres. Dans un tout autre contexte, deux tortues de deux espèces différentes ont disparu du parc botanique et zoologique de Timbazaz en l'espace de 2 jours selon des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Aujourd'hui, une plainte a été déposée par le ministère et la gendarmerie nationale est actuellement en pleine enquête sur le sujet. Le ministère n'acceptera une telle bagagie ainsi que des mesures strictes seront prises, a déclaré aujourd'hui le directeur général de la Recherche scientifique. Reportage de Natera Koutmaouf et Nzar Hadjiansou. Deux tortues, l'une de l'espèce Pyxis arachnoides et l'autre d'une Astrochelys radiata, ont été volées dans le parc botanique et zoologique de Timbazaz, ou PBZT, ces derniers jours. Ce sont 2 espèces sur les 20 espèces qui se trouvent dans le parc. Compte tenu de la situation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la professeure Chamina Loula, s'est rendue sur place hier et a donné des instructions pour la protection de l'habitat de ces animaux et les mesures à prendre à cet égard, surtout pour leur sécurité. Dans la foulée, une plainte a été déposée par le ministère et les gendarmes enquêtent actuellement. Il y a déjà des personnes suspectées. En effet, les chiens pisteurs ont pointé de garde de sécurité du parc selon l'adjudant-chef et maître chien au sein de la gendarmerie nationale. Le ministère de l'Enseignement supérieur n'accepte une telle gabégie. Aussi, des mesures strictes seront prises, confirme le directeur général de la Recherche scientifique. Le ministère de l'Environnement suit de près l'évolution de la situation en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il convient de noter qu'en plus d'être un lieu de loisirs, ce parc est également un centre de recherche sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La gendarmerie appelle les personnes de bonne volonté, ceux qui ont des informations sur cette affaire, à l'informer. Ensuite, le projet Filets sociaux de sécurité ou FSS se terminera à la fin de ce mois d'octobre 2024 et le projet Filets de sécurité et de résilience ou FSR prendra la suite. Il s'agit d'un ensemble de programmes de protection sociale non contributive à destination des ménages en situation de pauvreté et de vulnérabilité. C'est un programme du gouvernement malgache coordonné et suivi par le ministère de la Population et de la Solidarité, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le FID. Ce projet intervient dans 23 régions de Madagascar et durera 3 ans. Reportage de Miervoulat-Sferen sur les images de presse d'Enilson. Grâce au projet Filet de sécurité et de résilience ou FSR, plus de 1 177 000 ménages vulnérables, soit 5 885 110 personnes, bénéficieront des programmes de protection sociale non contributive. Le projet FSR est une continuité du projet Filets sociaux de sécurité qui s'achèvera officiellement le 31 octobre prochain. Le projet est dédié aux familles les plus démunies qui leur permettra d'améliorer significativement leurs conditions de vie et de renforcer leur résilience à travers le développement du capital humain et la création d'activités génératrices de revenus. Le projet FSR est un programme du gouvernement coordonné par le ministère de la Population et de la Solidarité, financé par la Banque mondiale à travers une enveloppe de 250 millions de dollars et mise en œuvre par le FID. Il reprend les mêmes programmes des FSS, dont les filets sociaux productifs, Asa Avjamirinj, le transfert monétaire pour le développement humain, Vansnakounan ou Fiavout pour le sud de Madagascar et les activités de réponse au choc Asavunzi Ain. Il convient de noter que les filets de sécurité et de résilience ne se limitent pas seulement au soutien financier, mais il existe aussi des mesures d'accompagnement qui constituent les véritables piliers de résilience. Par le biais de sensibilisation et d'ateliers, les acteurs bénéficiaires adoptent les pratiques adaptées au bien-être familial. À travers des formations techniques sur l'agriculture, les activités génératrices de revenus ou l'éducation financière, les ménages bénéficiaires diversifient leurs sources de revenus et s'engagent dans des activités économiques pérennes pour être plus autonomes.
Par ailleurs, l'engagement citoyen et la coopération au sein des communautés sont stimulés par les activités de dynamique communautaire. Toujours dans le cadre de ce projet FSR, un atelier de presse a été organisé conjointement par le ministère de la Population et de la Solidarité et le FID hier à Faravouidj. Ce renforcement de capacité dédié aux professionnels des médias leur a permis de se familiariser avec les projets sociaux pour qu'ils puissent véhiculer les messages clés au public. 30 journalistes issus de divers organes de presse, dont Viva, ont participé à cet atelier de presse. Et le renforcement de la coopération entre l'Allemagne et Madagascar a été discuté lors de la visite de courtoisie faite par l'ambassadeur d'Allemagne au ministre des Mines, Rakut Malala Ernjane Olivier, ce jour à Panjinumbi. L'Allemagne est reconnue comme étant un fournisseur de technologies de haute qualité. Le nouveau code minier a également été expliqué par le ministre à cette occasion. Plus d'explications. Le but de la rencontre avec Monsieur le ministre, c'était de me présenter et explorer un peu les possibilités d'une coopération renforcée entre Madagascar et l'Allemagne dans le secteur des matières premières. Il y a un grand intérêt allemand de renforcer notre coopération, d'explorer davantage des possibilités de coopération. Les entreprises allemandes ont un grand intérêt à Madagascar, renforcer la coopération, de se diversifier, d'établir des nouvelles partenariats aussi dans l'hémisphère sud. Aussi, l'Allemagne est une fournisseur de technologies d'autre qualité et on a exploré et discuté un peu les possibilités d'une coopération renforcée. Actualité politique pour continuer, la plateforme IFI est prête pour les élections communales. Elle a déclaré son soutien aux candidats issus de la plateforme IRMAR, notamment le candidat pour la capitale Arla Laramanantsu. La plateforme IFI appelle également les citoyens à participer activement aux élections. Reportage de Rad Romanantsatov. À quelques mois du scrutin, la plateforme IFI appelle tout un chacun à se concentrer pour assurer des élections dans un climat apaisé et transparent. L'IFI qui a déjà son mode de fonctionnement lors des élections successives, notamment le fait d'encourager les citoyens à participer aux élections. En tant que plateforme politique, l'IFI soutient également des candidats comme lors des élections précédentes. Ainsi, elle soutient uniquement les candidats présentés par la plateforme IRMAR selon ses explications. L'IFI a donc déclaré son soutien au candidat Arla Laramanantsu, présenté par la plateforme IRMAR aujourd'hui. Les membres de la plateforme IFI dans toute l'île sont ouverts à toute collaboration, simples citoyens, associations et parlementaires. Passons à présent aux actualités internationales. Le nord de Gaza est pris en étau par Israël, poussant des milliers de Gazaouis à l'exode. Sur leur parcours, des déplacés font état de brimades de l'armée israélienne. France 24. Au milieu d'un paysage de dévastation, des milliers de Gazaouis contraints à l'exode. Ces images aériennes chocs ont été publiées par l'armée israélienne. Elles montrent l'une des routes reliant Jabalia à la ville de Gaza. Le matin, ils nous ont dit de partir parce que les maisons allaient être détruites. Où allons-nous maintenant? Nous courons depuis ce matin. J'ai plus de 60 ans et je ne peux pas marcher. Je suis tellement fatiguée. Dans ce convoi d'infortune, beaucoup de femmes et d'enfants, livrés à eux-mêmes, ils fuient l'offensive israélienne qui s'est intensifiée ces dernières semaines dans le nord de l'enclave. J'ai fui les bombardements intenses à Betlaïa. Nous n'en pouvons plus. Nous sommes exterminés à Gaza. Nous mourrons et personne ne se tient à nos côtés ni n'est capable de résoudre notre problème. Sur leur parcours, plusieurs déplacés font état de brimades de l'armée israélienne. Sur le chemin, ils nous ont recouverts de poussière avec leurs chars et ils ont commencé à nous narguer en disant « Où sont Sinoir et Agnès ?» Nous ne savons pas ce qui va arriver à nos enfants. Ils ont arrêté tous les jeunes. Nevin Aldawassa est secouriste. Avec son téléphone portable, elle a filmé les frappes israéliennes depuis l'intérieur du camp de Jabalia. Des images insoutenables où des enfants gisent à même le sol.
Il n'y a pas de journalistes dans le nord, en particulier dans le camp de Jabalia. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé les blessures et je les ai soignées pendant que les personnes étaient au sol. Il y a eu des cas d'amputation et de martyrs. Des cas de martyrs à traduire, des morts, dont le nombre est difficile à établir. Le ministère de la Santé du Hamas affirme qu'au moins 650 personnes ont été tuées depuis le début de la nouvelle offensive. L'État hébreu, de son côté, communique peu sur cette opération dans le nord de Gaza, qu'elle affirme mener pour empêcher les membres du Hamas de se regrouper. Et voilà un mois que la guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël a débuté au Liban. Un mois que les frappes israéliennes visent les fiefs du Parti de Dieu, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth, comme hier soir. Plusieurs immeubles y ont été détruits. L'armée libanaise annonce toutefois jeudi la mort de 3 de ses soldats dans le sud du pays. France 24. Effectivement, ce matin, c'est un calme précaire qui s'est installé dans la banlieue sud de Beyrouth après justement une nuit marquée par une intensification de la violence. Pour la 4e nuit consécutive, justement, au moins 17 frappes israéliennes ont visé ce bastion du Hezbollah. L'une des frappes les plus violentes a touché le quartier populaire de Laïlaki, une cible régulière des bombardements israéliens. L'attaque a été d'une violence inédite. 6 immeubles au moins se sont effondrés en quelques secondes, projetant une énorme boule de feu dans le ciel. Les images de cette explosion ont immédiatement envahi les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu. Vous savez, l'onde de choc a été ressentie dans les localités voisines. Une collègue journaliste m'a raconté que les vitres de son appartement ont vibré longuement et aussi que les murs ont tremblé comme lors d'un séisme. Ce matin, la tension est toujours palpable. La peur a repris ses droits. Une peur ravivée surtout par l'incertitude. Vous savez, dans les rues des localités situées près de la banlieue sud, on se demande chaque jour si Beyrouth sera de nouveau la cible de frappes massives. Inquiétude aussi au sud du Liban, où les violences transfrontalières se poursuivent. Au moins, 2 soldats de l'armée libanaise et un officier ont été tués ces dernières heures dans une frappe israélienne, alors qu'ils tentaient d'évacuer des blessés dans une localité située non loin de la ligne bleue. Vous savez, depuis le début de la guerre, au moins 11 militaires libanais ont péri dans des violences israéliennes, des frappes israéliennes. Eh bien, le Liban, en danger de mort, selon Jean-Yves Le Drian, attend de la communauté internationale un soutien vital. Vous savez, à quelques heures de la conférence d'appui organisée par la France, tous les regards se tournent vers cette initiative, sans pour autant nourrir de grands espoirs. Les responsables libanais eux-mêmes le reconnaissent, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Sur le terrain, la situation est critique. Vous savez, le pays est frappé par plusieurs violences, des bombardements intenses ces derniers jours qui ont causé énormément de dégâts matériels. Alors le Liban, qui est représenté par son Premier ministre, Najib Mikati, devrait présenter aux pays qui participent à cette conférence les préoccupations des Libanais, mais surtout demander justement un cessez-le-feu. Najib Mikati qui devrait aussi rappeler à la communauté internationale l'engagement du Liban en faveur de la résolution 1701 de l'ONU, mais aussi plaider justement pour davantage d'aide au Liban, surtout aux déplacés, pour plus de 1,2 ou 1,3 million de déplacés à travers le pays, ces déplacés qui ont tout perdu et qui ont besoin d'une assistance en urgence. Selon des responsables libanais, le Liban a besoin au moins de 250 millions de dollars par mois pour venir en aide aux déplacés. On attend beaucoup de choses, mais bon, il faudra donc attendre la fin de cette conférence et surtout savoir si justement dans le volet politique, on pourrait évoluer en direction d'un cessez-le-feu au Liban. Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre le film intitulé Braquage. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.